Décidant de surprendre mon mari, j'ai acheté un café et me suis rendu directement à son travail. Mais dès que je suis entré dans le bureau, sa secrétaire, pâle, a couru vers moi et m'a saisi le bras. « Allez !» À l'intérieur du placard, a-t-elle chuchoté en fermant la porte. Je ne pouvais plus poser de questions et, une minute plus tard, mon mari est entré et j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. Bienvenue sur la chaîne de Twist of FATE. Avant de commencer, s'il vous plaît, écrivez d'où vous nous regardez. Nous sommes curieux de le savoir. J'espère que vous apprécierez l'écoute de cette histoire passionnante. Elisa s'est réveillée le lendemain matin avec un léger sentiment de joie qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Par la fenêtre, il y avait de la brume et un mince filet d'eau coulant sur la vitre. Mais à l'intérieur de leur appartement, il faisait chaud et confortable. Elle a regardé l'autre côté du lit qui était vide et a souri. Ramon était parti au travail avant l'aube, comme d'habitude. Il était toujours occupé par le travail, surtout ces dernières années, réunions, clients, voyages d'affaires. Tout cela faisait désormais partie de leur vie. Elisa avait accepté cette routine depuis longtemps, même si parfois la simple chaleur d'être ensemble lui manquait, la conversation habituelle autour d'un café. Elle s'est levée, a mis son peignoir et est allée à la cuisine. Elle a branché le chauffe-eau. Elle a pris sa tasse préférée avec un motif de lys dans le placard. Pendant que l'eau bouillait, Elisa est allée à la fenêtre et a regardé la vue nuageuse à l'extérieur, les branches des arbres se balançant dans le vent. Elle s'est soudain souvenue comment elle et Ramon marchaient là il y a de nombreuses années, lorsqu'ils venaient d'emménager dans cet appartement. À l'époque, Ramon la tenait dans ses bras. Il avait dit qu'il serait heureux, qu'il ferait tout pour qu'ils aient la meilleure vie possible. À l'époque, elle croyait chaque mot qu'il disait. Elle le regardait et était heureuse d'avoir un mari fiable et fort. Le chauffe-eau a émis un signal sonore et Elisa est revenue à la table. Elle a versé de l'eau chaude, a trempé un morceau de riz et a remué pensivement avec une cuillère à café. Ces derniers jours, elle avait souvent pensé qu'ils étaient comme deux étrangers sous le même toit. Le matin, Ramon partait, et le soir, il rentrait fatigué et silencieux. Il dînait et allait directement dans son bureau. Ils ne se parlaient presque plus. Elle essayait de demander « Comment s'est passée ta journée ? Comment va le travail ?» mais elle n'obtenait que des réponses courtes « C'est correct. Ça va. Je suis fatiguée. » Parfois, elle entre dans le bureau, s'assoit au bout du canapé, essayant d'ouvrir une conversation importante. Ramon vieillira en regardant l'écran. Il répondra par quelque chose hors de propos. Elisa partira avec l'impression d'être de trop dans sa propre maison. Elle finit son thé et regarde l'horloge. Il est 10 heures du matin. Aujourd'hui, c'est son jour de congé. Elle peut se reposer, regarder une série, s'occuper des tâches ménagères, organiser les placards, ou enfin ouvrir les tiroirs au-dessus de l'armoire qui sont là depuis 5 ans. Mais soudain, une obstination s'éveille en elle, un désir de changer la situation. Pourquoi ne pas faire quelque chose de plaisant? Pourquoi ne pas rappeler à son mari qu'il l'aime et qu'elle est là pour lui? Peut-être manque-t-il simplement d'attention ou de soins, peut-être est-il fatigué, épuisé par le travail, et a-t-il juste besoin d'être plus proche? Le soutenir. Elisa s'est habillée rapidement. Elle a choisi un chemisier de couleur claire et un pantalon foncé. Elle a mis un peu de rouge à lèvres et s'est regardée dans le miroir. Elle était plus vieille, mais toujours belle, pensait-elle. Il y avait des cheveux blancs sur le bord de son front et des rides au coin de ses yeux, mais son regard était très vif et gentil. Ramon disait toujours que ses yeux étaient magnifiques. C'était vrai, mais la dernière fois qu'il avait dit cela remontait à si longtemps qu'Elisa ne pouvait plus s'en souvenir. Elle a pris son sac, ses clés de voiture et a quitté l'appartement. En descendant les escaliers, elle planifiait son itinéraire. D'abord, elle irait au café du coin qui était le préféré de Ramon. Ils y faisaient un délicieux cappuccino à la cannelle, elle commandait toujours cela. Ils y allaient souvent lorsqu'ils avaient encore du temps l'un pour l'autre. Ensuite, elle irait à son bureau. C'était une surprise. Bien sûr, il serait surpris, mais ce serait agréable d'être surpris. Peut-être déjeuneraient-ils ensemble. Ils n'avaient pas fait cela depuis longtemps. Elisa est montée dans sa voiture, le vieux moteur a démarré. La pluie a commencé. Les essuie-glaces raclaient la vitre. Elle est sortie du parking et a conduit le long des rues familières. En conduisant, elle pensait à acheter des courses pour le dîner.
Peut-être cuisinerait-elle quelque chose de spécial ce soir. Le plat préféré de Ramon était le poulet grillé avec des pommes de terre. Ou peut-être ferait-elle quelque chose de nouveau en cherchant une recette sur Internet. Le café l'a accueilli avec l'odeur du café fraîchement moulu et une douce musique jazz. Derrière le comptoir se trouvait une jeune femme souriante, portant un tablier avec le logo de l'établissement. Bonjour. Que désirez-vous? 2 cappuccinos, s'il vous plaît. Et pouvons-nous les avoir dans des tasses isothermes à emporter? Bien sûr, nous le faisons tout de suite. Elisa a attendu 5 minutes, regardant par la fenêtre la rue pluvieuse. Les gens se dépêchaient sous leurs parapluies, les voitures passaient et l'eau éclaboussait le trottoir. Une vieille femme avec un chien s'est arrêtée devant le magasin voisin. Un jeune couple est passé en courant, riant et blotti sous le même parapluie. Elisa se souvenait comment elle et Ramon venaient ici chaque week-end, assis près de la fenêtre à parler de tout. Elle racontait des histoires sur le travail, partageant ses projets, rêvant de la façon dont ils partiraient en vacances, achèteraient une maison en province et y passeraient l'été. Quand cela s'est-il terminé? Quand ont-ils cessé d'être simplement ensemble? Votre commande, madame. La jeune fille a tendu les 2 tasses dans des supports en carton. 380 php. Merci. Elisa a payé, a pris le café et est sortie dans la rue. Elle a affronté la pluie un instant, puis elle est rapidement montée dans la voiture. Elle a placé les tasses dans le porte-gobelet entre les sièges, a démarré le moteur et s'est dirigée vers le quartier des affaires où se trouvait le bureau de son mari. Le trajet a duré environ 10 minutes. Elle conduisait prudemment, sans se presser, jetant des coups d'œil aux routes. L'endroit était familier. Elle était venue ici plusieurs fois pour livrer un document que Ramon avait oublié ou pour venir le chercher après le travail les rares jours où sa voiture tombait en panne. Le centre d'affaires était un grand bâtiment moderne en verre avec des fenêtres qui reflétaient le ciel gris. Elisa s'est garée à proximité. Elle est sortie de la voiture et a pris les tasses. La pluie s'était un peu calmée, ce n'était plus qu'une bruine. Elle s'est dirigée vers l'entrée et a poussé la lourde porte tournante. Elle a été accueillie par la climatisation froide, les sols en marbre ailés au plafond. Il y avait une odeur de quelque chose de cher et de professionnel. À la réception de la sécurité se trouvait un homme en uniforme. Il a levé la tête quand Elisa s'est approchée. Bonjour. Qui venez-vous voir? Ramon Moral. 7e étage, Elisa a souri. Je suis sa femme. Le garde a hoché la tête. Il n'a pas demandé de pièce d'identité et a fait un geste vers les ascenseurs. Oui, madame. Elle l'a remercié et s'est dirigée vers l'ascenseur. À l'intérieur, il y avait un miroir sur tout le mur. Elisa a regardé son reflet de son visage, ses cheveux mouillés par la pluie. Elle les a lissés de sa main et a soupiré. Tout irait bien. C'était juste une surprise. Ramon serait heureux. L'ascenseur est monté silencieusement jusqu'au 7e étage. Les portes se sont ouvertes. Le couloir était calme et vide. Les murs étaient beiges et des peintures abstraites étaient suspendues dans des cadres. Sous ses pieds, un tapis moelleux étouffait le bruit des pas. Elisa est passée devant plusieurs portes avec des plaques indiquant les noms et les fonctions, avocat, comptable, gestionnaire. Enfin, elle a vu la bonne plaque, Ramon Moral, directeur du développement commercial. Son cœur battait plus vite. C'est idiot, pensait-elle. C'est juste une surprise pour mon mari. Pourquoi être nerveuse? Elle a poussé la porte et est entrée dans la salle de réception. La pièce était petite et ordonnée. Près de la fenêtre se trouvait une table et derrière elle était assise la secrétaire, Lorna, une femme d'une 40aine d'années avec des cheveux soignés attachés en un chignon serré et portant un tailleur bleu foncé. Elisa l'avait vue quelques fois lorsqu'elle rendait visite à son mari au travail. Lorna était toujours polie mais un peu insaisissable professionnelle. Des diplômes et des certificats étaient accrochés au mur. Sur une étagère se trouvaient des dossiers de documents. Bonjour, Lorna, Elisa a souri. Elle a levé les tasses. J'ai apporté du café pour Ramon. Surprise, Lorna a levé la tête de l'ordinateur, et Elisa a vu comment le visage de la secrétaire a soudainement changé. La couleur avait disparu, comme si quelqu'un l'avait effacée avec une gomme. Ses yeux se sont agrandis, ses lèvres ont tremblé et se sont entr'ouvertes. Lorna s'est levée de sa chaise. Soudain, sa chaise a roulé en arrière et a heurté le placard.
Elle a failli renverser la tasse de thé inachevée qui se trouvait près du clavier. Sa main a bougé rapidement et elle a attrapé la tasse au dernier moment. Madame Elisa, sa voix était rauque et tendue, contrairement à d'habitude. Non. Vous n'avez pas dit que vous veniez. C'est une surprise. Elisa était un peu confuse par cette réaction. Elle a essayé de sourire plus largement, mais quelque chose dans les yeux de Lorna a arrêté son sourire. S'est-il passé quelque chose? Ramon est-il là? Lorna s'est approchée rapidement d'elle et a contourné la table. Ses mouvements étaient brusques, presque paniqués. Elle a saisi Elisa par le coude. Ses doigts étaient froids et fermes, serrant si fort que cela faisait presque mal. Elisa a failli lâcher les tasses. Allez. À l'intérieur du placard, a chuchoté Lorna. Elle s'est tournée vers la porte du bureau de Ramon comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un sorte à tout moment. Allez, s'il vous plaît. Quoi, Lorna? Que dites-vous? Elisa a essayé de s'écarter, mais la secrétaire la tenait fermement. S'il vous plaît. Ne posez plus de questions maintenant. Faites-le, c'est tout. Lorna la tirait déjà vers un grand placard encastré sur le mur opposé de la réception. Elle a ouvert la porte rapidement. À l'intérieur pendaient des vestes, des manteaux et des vêtements de rechange. Il y avait une odeur de bois, de poussière et un soupçon de parfum d'homme. S'il vous plaît. Entrez à l'intérieur. C'est très important maintenant. La voix de Lorna tremblait. Elisa a regardé dans les yeux de la secrétaire et y a vu une peur réelle, pas un faux semblant, pas un jeu, pas du théâtre. Une peur réelle et non feinte. Son visage était pâle et il y avait des perles de sueur sur son front. Ses mains tremblaient. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Lorna, que se passe-t-il? Dites-le-moi. Je vous expliquerai plus tard. S'il vous plaît. Il ne restait plus de temps. Lorna l'a presque poussée dans le placard, et Elisa n'a plus lutté et est entrée. Elle a réussi de justesse à empêcher les tasses de café de glisser de ses mains. Ne faites pas de bruit. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y eut aucun bruit. La porte s'est fermée avec un léger cliquetis, et Elisa s'est retrouvée dans le noir. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre de l'extérieur. Elle se tenait entre les cintres. Les tasses de café se touchaient, commençant à refroidir. Les vestes et les manteaux touchaient ses épaules et son visage. À travers une étroite fente entre les portes, une faible lumière filtrait de la réception. Que était-ce que cela? Pourquoi Lorna était-elle si effrayée? Et pourquoi, au nom de Dieu, l'avait-elle suivie et était-elle entrée dans ce placard comme un enfant jouant à chat? C'était absurde, ridicule. Mais la peur dans les yeux de la secrétaire était réelle, et elle ne pouvait s'empêcher d'y croire. Elle a essayé de respirer régulièrement et à écouter. À l'extérieur de la porte du bureau, il y avait des sons étouffés, les talons de Lorna sur le sol, le froissement des papiers. Le clic de la serrure, la porte de la réception s'est ouverte et des pas sont entrés, masculins, lourds et assurés. Bonjour, monsieur Ramon. La voix de Lorna était tendue, feinte et énergique, comme si elle essayait de jouer un rôle mais n'y parvenait pas bien. Il y a une conférence téléphonique. Vous serez avec les clients dans une demi-heure. Dois-je vous le rappeler avant de commencer? Je sais, Lorna, a répondu son mari. Elisa a reconnu sa voix immédiatement, mais il y avait quelque chose de différent. Elle était légère, presque joyeuse et détendue. Il ne lui avait pas parlé comme cela depuis longtemps, peut-être jamais. Connectez-moi à Benny maintenant. Je veux clarifier certains détails concernant l'expédition. Je ne veux pas en parler devant tout le monde. D'accord, je vous connecte. Les pas se sont éloignés. La porte du bureau de Ramon s'est fermée avec un son doux. Silence. Elisa se tenait dans le noir, tenant les tasses et ne comprenant pas ce qui se passait. Pourquoi devait-elle se cacher de son propre mari? Que faisait Lorna? Ramon avait peut-être une réunion importante, peut-être ne voulait-il pas être dérangé. Mais pourquoi y avait-il tant de peur dans les yeux de la secrétaire? Et puis elle a entendu la voix de Ramon forte et claire venant directement de son bureau, de l'autre côté de la paroi mince. Il l'avait mise sur haut-parleur. Oui, Benny. Mec, comment vas-tu? Comment va la vie? Une voix d'homme inconnu a répondu avec un rire joyeux. La voix était un peu rude et simple. Ça va,
mec. Tout va bien. Attends, tu as promis d'aider à transférer de l'argent pour Cynthia. Quand peux-tu le faire? C'est son 3e appel, il a dit que c'était urgent. Ramon a ri. Elisa est restée immobile, écoutant chaque mot. Quel argent? Qui est Cynthia? Pourquoi Benny aide-t-il à transférer de l'argent, et à quelle femme? Je le transférerai cette semaine comme d'habitude. Mec, ne t'inquiète pas. Son ton était décontracté, comme s'il parlait de faire les courses. Je t'ai dit, c'est plus facile sur ton compte pour qu'il n'y ait pas de traces. Cynthia a besoin d'argent. Polo a besoin de chaussures de basket. Les enfants ont toujours besoin de quelque chose. Tu sais ça. Elisa a senti le sang quitter son visage. Cynthia. Polo. Ramon envoie de l'argent par Benny à une femme et un enfant. C'est vrai. Les enfants coûtent cher. Je le sais, a répondu Benny. Mais je te salue. Ta stratégie est brillante. Tu l'envoies par moi, aucune preuve directe. Respect, mec. Comment va ta femme légitime, Elisa? N'est-elle pas soupçonneuse? Ses doigts, tremblants et mouillés de sueur, ont glissé dans la poche de son pantalon pour chercher son téléphone portable. Lentement, en essayant de ne pas faire de bruit ni de heurter les cintres, elle l'a pris. Elle a allumé l'écran, la lumière a frappé ses yeux. Elle a cherché l'application de dictaphone et a appuyé sur le bouton rouge pour avoir des preuves afin qu'il ne puisse plus mentir, inventer des excuses ou tout retourner. Elle avait besoin d'être sûre qu'il ne puisse pas la convaincre qu'elle était paranoïaque. Elisa a senti à nouveau le sang quitter son visage. Sa prise sur les tasses s'est resserrée, les couvercles en plastique ont cliqué. Femme, enfant, Cynthia, Polo, et qu'est-ce que cela signifiait? Quelle autre femme? Quel autre enfant? Ramon a ri à nouveau, et dans ce rire, il n'y avait aucune trace de honte ni l'ombre d'un remords. C'était léger et joyeux, comme quelqu'un qui avait fait une bonne affaire. Elle est si facile à tromper, Benny. Elle ne pose pas de questions. Elle cumule 2 emplois, remboursant tous les crédits que j'ai contractés. Elle pense que c'est pour notre appartement, pour la rénovation, pour notre avenir. Mais la vérité est que je soutiens ma 2e famille. Cela fait 5 ans, et le système est parfait. Comme une horloge. Elisa a couvert sa bouche pour s'empêcher de hurler. Les tasses de café tremblaient dans son autre main. Le liquide chaud s'agitait à l'intérieur. Elle avait peur qu'elle ne tombe et qu'elle s'étouffe avec le bruit. 5 ans. 5 ans qu'il lui mentait. 5 ans qu'il avait une autre femme, un autre enfant, une autre famille pendant qu'elle travaillait jusqu'à l'épuisement, économisant chaque centime pour ces maudits prêts qu'elle pensait avoir contractés pour leur avenir. Pour leur vie? Tu es rusé, Ramon, a dit Benny, et dans sa voix il y avait quelque chose comme du respect. Je ne pourrais pas faire ça, je te le promets. Ça me ferait perdre la tête. Comment le saura-t-elle? Que feras-tu? Elle ne le saura pas, a répondu Ramon avec assurance. Il n'y avait aucune trace de doute dans sa voix. Elle me fait confiance. Une confiance totalement aveugle. Tu comprends? Imbécile. Innocente. Elle pense que je l'aime. Nous sommes devenus une famille, mais je ne faisais que l'utiliser. Je suis sur le point de tout dépenser pour eux. J'allais transférer l'appartement à Cynthia. Tout est prêt. Je connais un notaire qui va m'aider. Nous allons préparer les documents avec une post-date, et je dirai à Elisa que nous devons nous séparer, que l'amour est parti et que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Des choses comme ça. Ce sera comme un divorce civilisé. Bien sûr, elle pleurera, mais elle s'y habituera aussi. Elle trouvera bien un autre vieil homme à duper. Et je vivrai en paix avec Cynthia et Polo, loin de cette vieille femme encombrante. Elisa se tenait dans le noir et le monde autour d'elle s'effondrait. Chaque mot était plus violent qu'un coup de poing dans l'estomac. C'était son mari, la personne qu'elle avait aimée pendant 25 ans. La personne pour qui elle avait sacrifié ses rêves. Elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement, supporté sa froideur et sa distance, et trouvé des excuses pour ses occupations et sa fatigue sans fin. D'accord, Ramon, je m'en vais. Il y a encore du travail à faire, a dit Benny, mettant fin à la conversation. D'accord, sois prudent là-bas. Envoie un peu d'argent à ta petite amie. Nourris ta 2e famille et dis à Cynthia comment je vais.
Dis-lui que je suis content pour vous. D'accord, je lui dirai. Merci, Brad. Appelle simplement. D'accord, d'accord. La connexion a été coupée avec un court signal sonore. Elisa a entendu Ramon se lever de son bureau. Il marchait dans la pièce. Ses pas étaient légers, il fredonnait une mélodie. Le téléphone portable continuait d'enregistrer. Le compteur de temps défilait lentement sur l'écran. Elle était appuyée contre la paroi du placard, le visage enfoui dans la veste de quelqu'un d'autre. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues chaudes, brûlantes. Mais ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur soi. C'étaient des larmes de colère, une colère froide, brûlante, enveloppante. Ramon continuait de marcher dans le bureau. Elle entendait ses pas, le grincement du fauteuil en cuir et le son du tiroir du bureau qui s'ouvrait. Il cherchait quelque chose. Des papiers ont froissé. Elisa restait immobile, craignant de bouger, craignant d'être dérangée par le moindre bruit. Le téléphone portable dans sa main continuait d'enregistrer, un petit point rouge clignotait sur l'écran. Les tasses de café avaient complètement refroidi. Elle les tenait toujours, les serrant contre elle comme si elles étaient la seule chose à laquelle elle pouvait se raccrocher dans ce monde qui s'écroulait. La porte du bureau s'est ouverte et Ramon est sorti dans la réception. Lorna, imprime le contrat et apporte-moi du café. J'ai mal à la tête. D'accord, monsieur Ramon. La voix de Lorna était tendue. Elle essayait manifestement d'être calme. Les pas sont retournés au bureau et la porte s'est fermée. Elisa a entendu les pas légers et rapides de Lorna s'approcher du placard. La porte s'est entr'ouverte. À travers la fente, le visage pâle de la secrétaire est apparu. Madame Elisa, a-t-elle chuchoté. Elisa a hoché la tête, incapable de parler. Sa gorge était serrée par les larmes, la colère et la douleur. Je suis désolé. Je voulais vous le dire avant, mais je ne savais pas comment. J'avais peur que vous ne me croyiez pas, qu'il puisse tout retourner. Pardonnez-moi. Depuis combien de temps le savez-vous? La voix d'Elisa était rauque et différente. Presque depuis le début. Environ 3 ans. Parfois il parle devant moi, il ne se cache plus. Il pense probablement que la secrétaire est comme un meuble. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai essayé de vous le faire sentir quand vous veniez, mais je ne pouvais pas le dire directement. Fermez-le, a supplié Elisa. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Lorna a hoché la tête et la porte s'est refermée. Elisa est restée dans le noir. Elle a arrêté l'enregistrement et a sauvegardé le fichier, l'envoyant à son adresse email et sur son stockage cloud par sécurité. Les mouvements de ses mains étaient automatiques. Son cerveau travaillait froidement, il était clair qu'elle n'était plus sa personne habituelle, mais quelqu'un d'autre. Quelques minutes plus tard, Lorna est entrée dans le bureau de Ramon. Voici le contrat et le café. Merci. Attends, ma femme a-t-elle appelé? Elle appelle d'habitude le matin, mais c'était calme aujourd'hui. Elle n'a pas appelé, a menti Lorna. D'accord, peut-être était-elle occupée. La porte s'est refermée à nouveau. Elisa se tenait dans le placard et réfléchissait froidement. Comment vivre maintenant? Comment vivre après cela? 25 ans de mariage. Elle avait cru en lui pendant 25 ans. Ils avaient fait confiance, aimé et travaillé dur pour pouvoir vivre dignement. Elle avait remboursé les dettes pour lui. Elle était simplement utilisée comme une vache à lait, un instrument pour atteindre ses objectifs. Pendant 5 ans, il avait une autre famille, une autre femme et un fils, Polo un garçon qu'il élève avec son argent à elle. L'argent qu'elle a gagné en cumulant 2 emplois. Elle travaille comme infirmière dans une clinique publique du matin au midi, puis se rend dans un hôpital privé où elle est de garde jusqu'à la nuit. Il rentrait à la maison fatigué et disait qu'ils avaient le même objectif, tenir jusqu'à ce que la vie s'améliore alors qu'il soutient une autre famille dans leur appartement. Il prévoit de transférer le nom de l'appartement à cette Cynthia à l'appartement qu'ils ont acheté ensemble, l'endroit qu'elle considère comme sa maison. Pendant tout ce temps, il prévoyait de la laisser sans rien, de tout prendre et de la jeter comme un chiffon. Elisa a senti la colère se propager dans son corps comme un feu. Ses mains se sont fermées en poing. Non, cela n'arrivera pas. Il n'aura pas ce qu'il veut. Elle ne le laissera pas la jeter comme une ordure. Elle ne pleurera pas et ne s'apitoiera pas sur son sort. Elle agira. 20 autres minutes ont passé.
Elisa a entendu Ramon parler au téléphone avec des clients, discutant des détails du contrat. Sa voix était calme et professionnelle, comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas de raconter comment il trompait sa femme et prévoyait de la laisser sans rien. Enfin, la conversation s'est terminée et Ramon a quitté le bureau. « Je vais déjeuner », a-t-il dit à Lorna. « Je serai de retour dans 1 heure. »« D'accord, monsieur. » La porte de la réception s'est ouverte et refermée. Des pas dans le couloir se sont éloignés. Silence. Elisa a soupiré lentement. Lorna s'est approchée du placard et la porte s'est ouverte. Il est parti. Elisa est sortie du placard. Les tasses de café froides depuis longtemps ont été posées sur la table. Ses jambes étaient engourdies et son dos lui faisait mal. Elle a étiré ses épaules et s'est frotté le visage. Ses yeux étaient secs, les larmes étaient épuisées. Tout ce qu'il restait était une détermination froide. « Merci », a-t-elle dit à Lorna, en la regardant dans les yeux. « Merci de m'avoir caché. Sans vous, je n'aurais pas connu la vérité. » « Je suis vraiment désolé », Lorna la regardait avec regret. « J'aurais dû dire quelque chose avant. Vous avez fait ce que vous avez pu. Je ne vous en veux pas. C'est sa faute. C'est lui seul. » Elisa a sorti son téléphone portable et a montré l'enregistrement. « J'ai des preuves. Tout est enregistré. Chaque mot. » Lorna a hoché la tête. « Qu'avez-vous l'intention de faire ? Je ne le sais pas encore avec certitude, mais je ne le laisserai pas m'expulser de ma propre vie. » Elisa s'est tournée vers la porte du bureau de son mari. Elle savait où il gardait les documents. Elle connaissait le code du coffre-fort, il ne l'avait pas changé car il pensait qu'elle n'y toucherait jamais. Le coffre-fort était dans le coin derrière le fauteuil, caché comme un classeur ordinaire. « Puis-je entrer ? » a-t-elle demandé à Lorna. « Bien sûr, mais il pourrait revenir plus tôt. Je serai rapide. » Elisa est entrée dans le bureau de son mari. La pièce était spacieuse avec une grande fenêtre donnant sur la ville. Il y avait une grande table en bois sombre, des fauteuils en cuir et des étagères avec des dossiers et des livres. Sur le mur pendait un diplôme et une photo d'un événement d'entreprise. Sur la table se trouvait un cadre photo avec une photo de deux. Elle l'a pris et l'a regardé. La photo avait été prise il y a environ 5 ans. Ils se tenaient debout, s'enlaçant et souriant. Elle se souvenait de ce jour-là, ils étaient allés à la plage, détendus et heureux. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elisa a remis le cadre en place. Elle s'est approchée du coffre-fort et a entré le code 2007, l'année de leur mariage. Le coffre s'est ouvert avec un léger cliquetis. À l'intérieur se trouvaient des dossiers de documents, des contrats et des relevés bancaires. Elisa a rapidement parcouru les papiers, cherchant quelque chose d'important. Les documents de l'appartement, ils étaient là. Le titre de propriété de leur appartement était aux 2 noms. Elle l'a pris et l'a mis dans son sac. Elle a également pris le certificat de mariage et les contrats de prêt. Elisa a regardé les montants et les dates. La majeure partie de la dette était au nom de Ramon, mais elle était co-emprunteuse. Cela signifiait qu'il avait aussi des responsabilités. Dans le coin le plus éloigné du coffre se trouvait un carnet. Elisa l'a ouvert, des lettres, des notes, des numéros de téléphone et un nom au Cynthia Ramos. Adresse et numéro de téléphone. Elisa a pris une photo de la page avec son téléphone. Peut-être que cela serait utile. Elle a refermé le coffre et a regardé autour du bureau. Tout semblait identique, Ramon ne remarquerait pas qu'elle était venue. Elisa a quitté le bureau et a fait un signe de tête à Lorna. « Je m'en vais. »« Merci encore, Madame Elisa », la secrétaire l'a arrêtée. « Si vous avez besoin d'un témoin ou d'un témoignage, je suis prête à tout confirmer. J'enregistre parfois ces conversations, surtout quand il est franc. J'ai aussi quelques autres choses. » Elisa était surprise. « Pourquoi avez-vous fait cela ? » ?»« Parce que c'est mal. Parce que vous êtes une bonne personne, mais il vous traite comme un objet. Je ne pouvais pas rester silencieuse et regarder sans rien faire. Merci. » Elisa a serré Lorna brièvement et fermement. « Vous êtes si courageuse. » Elle a quitté le bureau, est descendue par l'ascenseur et est sortie dans la rue. La pluie tombait déjà moins et le ciel commençait à s'éclaircir. Le soleil perçait. Elisa est montée dans la voiture.
Elle a posé le sac avec les documents sur le siège à côté d'elle. Elle a démarré le moteur mais n'est pas partie tout de suite. Elle est restée assise à regarder le pare-brise, rassemblant ses pensées. Et maintenant? Où aller? Elle ne voulait pas rentrer chez elle. Elle ne voulait pas le voir, ni lui parler, ni faire comme si de rien n'était. Elle avait besoin un plan clair et réfléchi. Elisa a sorti son téléphone et a appelé le numéro de son amie Dina. Elles étaient amies depuis le lycée. Dina était comptable, une femme pratique et intelligente qui donnait toujours de bons conseils. « Allô, Elisa » a répondu Dina. « Salut. Dina, j'ai besoin de ton aide. » La voix d'Elisa s'est brisée. « Puis-je venir te voir tout de suite? » Bien sûr que tu peux. Que s'est-il passé? Elisa a laissé tomber son téléphone sur le siège et a quitté le parking, conduisant distraitement. Les pensées traversaient sa tête, s'empilant les unes sur les autres. 5 ans de tromperie. 5 ans à mener 2 vies. Comment avait-il fait? Comment divisait-il son temps entre 2 familles? Les voyages d'affaires. Bien sûr. Il partait souvent en voyage d'affaires pendant 3 jours une fois par semaine. Il disait que c'était le travail, des réunions, des négociations. Mais il s'est avéré qu'il allait voir cette femme, Cynthia, et son fils, Polo. Elisa se souvenait comment il revenait de ses voyages fatigué et silencieux, allant directement à la salle de bain puis s'asseyant devant l'ordinateur pour travailler. Il ne lui racontait jamais les détails d'où il était ni de ce qu'il avait fait, il disait simplement qu'il n'y avait rien d'intéressant en routine, ennui. Et elle le croyait. Stupide, innocente, confiante. Et l'argent. Combien d'argent envoie-t-il à cette deuxième famille? Elisa essayait de se rappeler combien il payait en prêt chaque mois. 80 000, sinon plus, et ce n'était que les prêts. Plus les charges de l'appartement, la nourriture et les vêtements. Il travaillait dur pour que tout rentre. Et Ramon disait que son salaire n'était pas si élevé, qu'il devait économiser parce que les temps étaient durs. Elle économisait pour eux, portant de vieux vêtements, refusant des loisirs et reportant ses visites chez le médecin parce que chaque centime était important. Et lui, en retour, subvenait aux besoins de la deuxième famille payant le sport de son fils, achetant des uniformes et des jouets. Vivant avec une autre femme qui ne travaillait peut-être même pas, traînant à la maison, élevant un fils avec son argent à elle, l'argent qu'Elisa avait gagné par sa fatigue et sa santé. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge. Elisa a regardé dans le rétroviseur et a vu son visage, pâle, avec des yeux rouges et des traces de larmes. Elle a essuyé ses joues. Elle devait être forte. Elle ne pouvait pas craquer maintenant. Elle ne pouvait pas faiblir. Elle devait surmonter cela et s'en sortir en gagnante, pas en victime. Le feu est passé au vert et Elisa a continué. Après 20 minutes, elle est arrivée chez Dina. Elle s'est garée, est montée au 3e étage et a sonné à la porte. Dina a immédiatement ouvert la porte, comme si elle attendait à la fenêtre. Quand elle a vu le visage de son amie, elle a tout de suite compris que quelque chose de grave était arrivé. « Mon Dieu, Elisa, pourquoi es-tu dans cet état? Entre vite. » Elles sont entrées dans la cuisine. Dina a fait asseoir Elisa sur une chaise et a placé une tasse de thé chaud devant elle. « Parle. Que s'est-il passé? » Et Elisa a raconté l'histoire tout, du début à la fin. Du café surprise dans le placard à la conversation de Ramon sur le haut-parleur. Les 5 années de tromperie, la deuxième famille et les projets de transférer l'appartement à Cynthia. Dina écoutait en silence, son visage s'assombrissant. Sans gêne, a-t-elle chuchoté quand Elisa a fini. J'ai toujours pensé qu'il était étrange froid mais je n'ai jamais imaginé cela. Quel culot! Que dois-je faire? Elisa regardait son amie d'un air suppliant. Je ne sais pas par où commencer. Commence par un avocat, a dit Dina d'un ton décisif. J'en connais un bon spécialiste des affaires familiales. Appelons-le maintenant. Laisse-moi voir s'il peut te recevoir. Elle sortit son téléphone portable, composa le numéro et s'éloigna de la fenêtre. Elisa s'assit à la table, serrant sa tasse et regardant dans le vide, sa vie s'écroulait. Mais d'une manière étrange, elle ne ressentait pas seulement de la douleur, mais une sorte de réconfort. Maintenant, elle connaissait la vérité. Maintenant, elle pouvait agir, et non plus vivre dans l'illusion. Ne te leurre pas, mais agis. Je lui ai parlé.
Dina est de retour, elle te recevra aujourd'hui à 18 heures. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Maître Moral, vous êtes une personne normale, je vais vous aider à arranger cela. Merci, Dina. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne me remercie pas. Tu ferais la même chose pour moi. Attends, tu rentres chez toi maintenant. Elisa pensa, je rentre à la maison, mais je ne lui dirai rien tant que je n'aurai pas consulté l'avocat. Je dois tout faire correctement pour qu'il ne puisse rien transférer, ni cacher l'argent. Sois intelligente, reste calme, comme si tu ne savais rien. Peut-être que cela se remarquera et que l'action sera plus rapide. Ils discutèrent pendant environ 1h30, abordant les détails. Dina dit qu'elle devait rassembler tous les documents financiers, les relevés bancaires et les certificats de revenus. Plus il y aurait de preuves, mieux ce serait. Elisa écoutait, écrivait et hochait la tête. Son cerveau fonctionnait avec clarté et froideur. Les émotions passaient au second plan. À 17 heures, elle quitta la maison de son amie et partit rencontrer l'avocat. Le bureau se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville, au 4e étage. Elisa monta les escaliers et trouva la bonne porte. Une jeune femme entra dans la réception. « Bonsoir, je suis Maître Moral. »« Elisa Moral, entrez, je vous prie. Il vous attend. » Maître Moral était un homme d'environ 60 ans, aux cheveux blancs et au regard vif. Il se leva de son bureau, lui serra la main et lui proposa un siège. « Bonsoir, Elisa. Dina m'a fait part de la situation. Parlons-en en détail. Dites-moi tout dans l'ordre, ne négligez aucun détail. » Elisa raconta à nouveau toute l'histoire. Maître Moral écouta attentivement, demandant parfois des précisions, et prit des notes dans son carnet. Lorsqu'elle eut fini, il s'adossa à sa chaise et réfléchit. « Avez-vous l'enregistrement de la conversation ? » Oui. Elisa sortit son téléphone portable et lança le fichier. L'avocat écouta et hocha la tête. « Bien. C'est une preuve solide. Maintenant, les documents. Vous avez dit avoir pris le titre de propriété de l'appartement ? Oui, le voici. » Elisa sortit les papiers de son sac et les posa sur la table. Maître Moral les étudia attentivement, feuilletant les pages. L'appartement est à vos deux noms. C'est une bonne chose. Cela signifie qu'en cas de divorce, il sera divisé à parts égales selon la loi. Mais s'il tente de le transférer à quelqu'un d'autre, c'est une fraude. Nous pouvons contester toute action de ce type. Et pour les dettes, demanda Elisa. Je suis coémetteur dans la plupart des cas. Nous devons examiner les contrats. S'il est l'emprunteur et que vous êtes le prêteur, la responsabilité principale lui incombe. Mais s'il ne paie pas, la banque peut s'en prendre à vous. Nous essaierons de prouver que les dettes ont été contractées par fraude et que l'argent n'a pas servi aux besoins de la famille. Cela signifie que je ne peux pas payer ces dettes ? Je ne peux pas promettre de résultat à 100%, mais il y a une chance. Il existe un enregistrement de sa conversation où il admet vous avoir utilisé, c'est une preuve sérieuse. Maintenant, la question est, que voulez-vous obtenir au final ? Elisa resta silencieuse, rassemblant ses pensées. Je veux que notre mariage soit annulé. Je veux garder l'appartement, ou du moins ma part. Je veux qu'il soit responsable de ses dettes, et je ne veux pas qu'il touche un seul centime de ce pourquoi j'ai travaillé dur. Maître Moral sourit. Ces demandes sont raisonnables, nous trouverons un moyen. Demain, je préparerai la demande d'annulation de votre mariage et de partage des biens. Nous utiliserons comme base son incapacité psychologique ou son inaptitude à remplir les devoirs importants du mariage, prouvés par ces 5 années de fraude. Nous déposerons également une demande d'ordonnance de gel sur l'appartement afin qu'il ne puisse pas s'en défaire avant la décision du tribunal. Vous devez collecter tous les documents financiers de la maison, relevés, reçus, certificats de revenus et tout ce qui prouvera vos dépenses pour la famille. D'accord, je prendrai tout. Et encore une chose, nous avons besoin de temps pour nous préparer afin qu'il ne puisse pas cacher l'argent ou transférer les actifs. Je comprends. Ils discutèrent pendant environ 40 minutes des détails, des délais et du coût du service. Elisa signa un contrat de service juridique et la première partie fut payée. En quittant le bureau, elle ressentit une paix étrange. Oui, sa vie s'effondrait, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pleurait pas et ne s'apitoyait pas sur son sort, elle passait à l'action.
Elisa quitta le bureau de l'avocat alors qu'il faisait déjà nuit dehors. Les lampadaires s'étaient allumés, éclairant l'asphalte humide après la pluie. Elle monta dans la voiture et regarda l'horloge. Il était 20 heures. Ramon était certainement à la maison, attendant le dîner. Comme d'habitude, elle se serait dépêchée, craignant d'être en retard. Maintenant, elle ne s'en souciait plus. Elle démarra le moteur et rentra lentement chez elle, sans se presser. En conduisant, elle réfléchissait à la manière dont elle agirait, calme, naturelle, comme si de rien n'était. Ce serait difficile, mais elle pourrait le supporter pour elle-même. Pour son avenir, l'appartement l'accueillait avec la lumière des fenêtres et une odeur familière. Elisa ouvrit la porte avec la clé et entra dans le couloir. Ramon était assis dans le salon sur le canapé, regardant la télévision. Il se tourna lorsqu'il l'entendit. « Oh, tu es là. D'où viens-tu ? Je me demandais ce qui s'était passé. »« Je viens de chez Dina, » répondit Elisa tout en enlevant ses chaussures. Sa voix était égale et calme. « Est-ce qu'il y a à dîner ? J'ai faim. » Auparavant, ces mots prononcés sur un tel ton ne lui auraient causé que le désir de nourrir son mari immédiatement. Maintenant, une étincelle d'irritation s'enflamma en elle. Il n'avait même pas demandé comment elle allait, il ne montrait aucun intérêt pour ce qu'elle avait fait. Tant qu'il y avait à dîner ? Je vais préparer, dit-elle en allant à la cuisine. Elle cuisinait machinalement, sortant la nourriture du réfrigérateur, coupant les légumes et mettant une poêle sur la cuisinière. Ses mains bougeaient spontanément, mais son esprit était loin. Elle se souvint des paroles de Ramon lors de cette conversation, vieil homme insensé, innocent, encombrant. C'est ainsi qu'il la voyait. Voilà ce qu'elle valait pour lui, un instrument, une source d'argent. Après une demi-heure, le dîner était prêt. Elisa le servit et appela son mari. Il arriva, s'assit et commença à manger tranquillement en face d'elle. Il la regarda, un visage ordinaire qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Des cheveux blancs sur le front, des rides au coin des yeux, une cicatrice familière sur le menton après une chute de vélo dans sa jeunesse. Comment n'avait-il pas vu que derrière ce visage, il y avait de la tromperie ? Délicieux, murmura Ramon en hochant la tête. Comme d'habitude. Merci. Réunion de clients, voyage d'affaires bien sûr. En route vers sa deuxième famille, Cynthia et Polo. Ah, d'accord, hocha Elisa. Quand pars-tu ? Lundi matin. Je serai de retour vendredi soir. Ils finirent de manger en silence. Ramon se leva, apporta l'assiette à l'évier et retourna devant la télévision dans le salon. Elisa resta dans la cuisine, faisant la vaisselle, essuyant la table et rangeant tout. Puis elle alla dans la chambre, ferma la porte et s'assit sur le lit. Elle prit son téléphone portable et envoya un message à Dina, « Merci pour tout. J'ai parlé à l'avocat. Nous allons commencer la procédure. Ça va à la maison, je peux gérer. » La réponse arriva une minute plus tard, « Super. Je suis là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi n'importe quand. » Elisa s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Elle ne pouvait pas dormir. Des pensées tournaient dans sa tête, ne lui laissant aucun repos. Elle se remémorait les différents moments de leur relation, essayant de trouver les signes qu'elle n'avait pas remarqués. Peut-être y avait-il eu des appels auxquels il n'avait pas répondu devant elle, des SMS qu'il lisait et supprimait rapidement, ou des retards après le travail qu'il expliquait par des négociations. Elle avait cru chaque mot, ne posait pas de questions, lui faisant confiance. Le lendemain matin, Ramon partit tôt au travail. Comme d'habitude, Elisa se leva et s'organisa pour aller à sa clinique. Le travail aidait, c'était une bonne chose. Patient, injection, dextrose, papier, tout était en ordre. Mais à l'intérieur, il y avait de la tension et de l'espoir. Elle savait que tout était sur le point de changer. Ramon allait bientôt découvrir qu'elle savait déjà, et c'est là que la véritable guerre commencerait. 2 jours plus tard, Maître Moral appela. « Elisa, les documents sont prêts. La demande de divorce a été déposée, ainsi que la demande d'ordonnance de gel sur l'appartement. Demain, votre mari recevra une convocation du tribunal. Soyez prête pour sa réaction. » D'accord, merci. De plus, la secrétaire, Lorna, a accepté de témoigner. Elle m'a remis les enregistrements de plusieurs conversations que votre mari a eues où il parlait de sa deuxième famille. Cela renforcera notre position.
S'il vous plaît, transmettez-lui mes remerciements. Le lendemain, Elisa était au travail quand le téléphone sonna. C'était Ramon. Elle regarda l'écran, soupira et répondit à l'appel. C'est quoi cette convocation du tribunal? Sa voix était colérique et tranchante. Que as-tu fait? J'ai déposé une demande d'annulation de notre mariage, répondit calmement Elisa. Il est temps de mettre fin à cette comédie, Ramon. Tu perds la tête? De quoi parles-tu? Ce que je dis, c'est que je sais tout sur Cynthia, sur Polo, et comment tu m'as utilisé pendant 5 ans. Je sais tout. Silence. Un silence long et lourd. Qui te l'a dit? Comment l'as-tu su? Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que j'ai enregistré votre conversation. Chaque mot où tu te vantes de me prendre mon argent, que je suis une idiote, que tu prévois de transférer l'appartement à ta traînée. Tout est enregistré. Silence à nouveau. Elle entendait sa respiration lourde. Elisa, ce n'est pas ce que tu penses. Non, Ramon. C'est exactement ce que je pensais. L'avocat a déposé tous les documents. L'appartement fait l'objet d'une ordonnance de gel, tu ne peux pas le transférer. Tu paieras les dettes, et j'obtiendrai le divorce et ma part de la propriété. Tu le regretteras. La voix se fit menaçante. Je trouverai un moyen de te laisser sans rien. Et c'est donc, répondit Elisa avant de raccrocher. Ses mains tremblaient légèrement, mais à l'intérieur, elle se sentait confiante. Elle avait réussi à lui dire tout ce qu'elle pensait. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré et elle n'avait pas supplié pour des explications. Elle avait simplement dit la vérité et mis fin à la conversation. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle remarqua que Ramon était parti. Une partie de ses affaires manquait dans le placard, la brosse à dents dans la salle de bain, des documents dans son bureau. Il était parti. Tant mieux, c'était plus facile. Elisa parcourut l'appartement et ressentit un étrange sentiment de confort. Sa présence et sa froideur avaient disparu. Il n'y avait plus qu'elle et le silence, un silence paisible et pur. Le lendemain, elle rencontra de nouveau Maître Moral. Il lui dit que Ramon avait engagé son propre avocat. Il avait déposé une demande reconventionnelle, réclamant la moitié de l'appartement et essayant de prouver qu'une partie des dettes les concernait tous les deux. Il va se battre, prévint l'avocat, mais notre position est solide. L'enregistrement, le témoignage de la secrétaire et les relevés bancaires que vous avez collectés, tout cela prouve qu'il menait une double vie avec votre argent. Combien de temps l'affaire va-t-elle durer? Environ 3 à 4 mois. Peut-être plus s'il fait traîner les choses, mais nous gagnerons. Elisa hocha la tête. 3 à 4 mois, elle pourrait tenir. Une semaine passa. Ramon essaya d'appeler plusieurs fois et envoya des messages. Au début, il la menaçait, puis il essayait de la convaincre de s'expliquer. Il la suppliait de se voir. Elisa ne répondit pas. Une fois, il se rendit à l'appartement et l'attendit dans le hall. Elle sortit, et il courut vers elle. Elisa, parlons correctement. Nous sommes des adultes. Nous n'avons plus rien à nous dire, répliqua-t-elle. Passons à autre chose. Tout sera clarifié au tribunal. Tu as ruiné ma vie. J'ai une famille. Un fils. Il s'arrêta. Elle se tourna vers lui et le regarda droit dans les yeux. Tu avais une famille ici avec moi pendant 25 ans, mais tu as choisi de la ruiner. Maintenant, assume les conséquences. Elle partit sans se retourner. Ramon resta planté dans le hall, impuissant et confus. Dina la soutenait chaque jour. Elle se voyait, prenait un café et discutait. L'ami l'aidait à rassembler les documents et examiner tous les papiers. Elle calmait Elisa quand celle-ci commençait à douter de ce qu'elle faisait. Tu fais ce qu'il faut, disait Dina. Il ne méritait pas ton pardon. Il ne te méritait pas. Lorna restait également en contact, envoyant des messages, prenant des nouvelles et proposant son aide. Elisa lui en était reconnaissante. Sans cette femme, elle aurait peut-être vécu dans le mensonge pendant encore quelques années. Les jours passèrent, puis les semaines. L'audience fut fixée à la fin du mois. Elisa se prépara, répétant mentalement ce qu'elle dirait et comment elle agirait. Maître Moral la convainquit que tout irait bien, que les preuves étaient de leur côté. Le jour de la première audience arriva.
Elisa arriva au palais de justice vêtue d'un tailleur noir formel avec un dossier de documents. Ramon était déjà assis dans le couloir avec son avocat, un homme d'une quarantaine d'années à l'allure hautaine. En la voyant, Ramon détourna le regard. L'audience dura près d'1 heure. Le juge écouta les deux parties. Les documents furent étudiés et l'enregistrement de la conversation fut diffusé. Le visage du juge resta impassible, mais Elisa remarqua que son front se plissait en écoutant les paroles de Ramon sur la façon dont il avait utilisé sa femme. L'audience est reportée de 2 semaines, annonça le juge. Pendant ce temps, nous procéderons à un examen des transactions bancaires. Des témoins seront appelés. La prochaine audience aura lieu le 12. Ils quittèrent la salle d'audience. Ramon essaya de s'approcher, mais son avocat l'en empêcha. Elisa passa devant eux sans se retourner. La procédure se déroule bien, déclara Maître Moral alors qu'il descendait au rez-de-chaussée. Le juge était manifestement de votre côté. L'enregistrement a fait impression. Quelle est la suite? Nous attendrons l'expertise. Elle montrera où l'argent est allé. Je confirmerai ce que vous avez dit, que votre mari subvient aux besoins de sa deuxième famille. C'est ce qui détruira complètement sa position. Elisa hocha la tête. Elle quitta le palais de justice. Le soleil brillait et un vent chaud soufflait. La réponse fut immédiate, je le savais. Tiens bon, amiga. C'est presque fini. Elisa rangea son téléphone et marcha vers sa voiture, libérée des mensonges, de la trahison et de la personne qui la considérait comme une idiote. Elle allait commencer une nouvelle vie, une vie où elle était valorisée, où elle n'avait pas à travailler si dur pour qu'un autre profite de son labeur. Il restait encore le tribunal, il restait des épreuves, mais le pire était passé. Elle avait appris la vérité, elle l'avait acceptée et elle avait commencé à agir. C'était une victoire. Les 2 semaines précédant la prochaine audience s'écoulèrent lentement. Elisa allait au travail et rentrait dans son appartement vide, se préparant son propre dîner et regardant la télévision. La vie continuait, mais en elle, il y avait de la tension et de l'espoir. Elle vérifiait ses emails chaque jour et appelait l'avocat pour s'enquérir de l'avancée de l'enquête. Enfin, Maître Moral appela. Elisa, l'enquête est terminée. Les résultats sont en notre faveur. Au cours des 5 dernières années, à partir des comptes de votre mari, près de 3 millions ont été transférés sur le compte d'une certaine Cynthia Ramos. Des paiements réguliers chaque mois. C'est une preuve flagrante du soutien d'une deuxième famille à l'aide du budget familial. 3 millions, répéta Elisa, sentant la colère brûler en elle. Et c'est en millions de pesos? Oui. Et nous avons également trouvé des échanges d'emails entre votre mari et Ramos sur son email professionnel. Il parlait d'acheter un appartement en son nom, prévoyant de transférer votre propriété. Tout cela sera présenté au tribunal. Comment avez-vous obtenu ces emails? Sa secrétaire nous a donné accès à l'email d'entreprise. C'est légal car l'email est professionnel et elle possède des droits administratifs. Elisa sourit. Lorna avait encore aidé. Merci. Dites-moi, à la prochaine audience, nous présenterons tout cela. Oui. Je suis sûr que le tribunal tranchera en votre faveur. Votre mari ne pourra pas faire appel. La deuxième audience commença précisément à 10 heures. Elisa arriva de nouveau en tenue formelle, préparée et calme. Ramon était assis à sa place, pâle, avec des cernes sous les yeux. Il n'avait manifestement pas dormi ces dernières semaines. Le juge annonça les résultats de l'expertise. L'avocat de Ramon tenta de s'y opposer, disant que l'argent avait été transféré pour des raisons personnelles et que cela ne prouvait pas l'infidélité, mais le juge l'interrompit. Les échanges de messages entre votre client et Madame Ramos montrent clairement une relation amoureuse de longue date et des projets de vie commune. Dans les messages, leur enfant est mentionné. Ce n'est pas une raison personnelle, c'est le fait de maintenir une vie de famille parallèle en utilisant l'argent de l'épouse légitime. Ensuite, Lorna fut appelée. La secrétaire entra dans la salle d'audience et s'assit à la barre des témoins. Elle était pâle mais restait déterminée. Le juge posa quelques questions. Lorna confirma qu'elle avait entendu Ramon parler de sa seconde femme à plusieurs reprises et discuter ouvertement de ses projets pour utiliser sa femme et transférer les biens. Ramon baissa la tête. Son avocat lui murmura quelque chose, mais il ne répondit pas. Le défendeur a-t-il quelque chose à dire pour sa défense? Demanda le juge. Ramon releva la tête et regarda Elisa.
Il y avait de la colère et de la rancœur dans ses yeux, mais aussi une sorte de désespoir. « J'aime Cynthia, dit-il doucement. Je veux être avec elle, mais je ne pouvais pas simplement quitter Elisa. Je pensais pouvoir tout arranger pour que personne ne soit blessé. Au lieu de cela, vous avez trompé votre femme pendant 5 ans. L'argent de la famille a été dépensé pour entretenir une autre famille, et il était prévu d'expulser votre épouse légitime, déclara fermement le juge. Le tribunal rend sa décision, le mariage entre Ramon Moral et Elisa Moral est déclaré nul et non avenu dès l'origine null and void ab initio. L'appartement situé à l'adresse indiquée reste la propriété de Moral, Elisa. Les dettes au nom de Moral, Ramon, relèvent de sa responsabilité personnelle. Moral, Elisa, est libéré de son obligation de co-émetteur en raison de la fraude prouvée dans l'utilisation de sa signature. Moral, Ramon, est condamné à verser à Moral, Elisa, des dommages et intérêts d'un montant de 100 000 pesos. La décision du tribunal est finale et peut faire l'objet d'un appel dans un délai d'1 mois. Le juge frappa de son marteau. C'était fini. Elisa resta assise là, incapable de croire ce qui se passait. Elle avait gagné. L'appartement était à elle. Les dettes n'étaient plus son problème. Et il y avait même des dommages et intérêts. Elle avait gagné. Maître Moral posa sa main sur son épaule. Félicitations, vous êtes libre. Elle se retourna, et ce n'est qu'alors qu'elle sentit les larmes couler sur ses joues, des larmes de soulagement, de joie et de liberté. Merci à tous. Ce n'est rien, vous l'avez fait vous-même. J'ai juste aidé pour les aspects juridiques. Ils sortirent du tribunal. Dans le couloir, Ramon se tenait avec son avocat. En voyant Elisa, il s'approcha. Elisa, attends 1 minute. Nous n'avons plus rien à nous dire, dit-elle fermement. Cynthia et Polo sont déjà là. Vis avec eux. Et moi, je vais commencer à vivre pour moi-même. Elle s'éloigna sans se retourner. Ramon resta dans le couloir, confus et dévasté. Dina accueillit Elisa à l'extérieur. Son ami la serra fort dans ses bras. Alors? Tu as gagné? Oui. Tout est à moi, l'appartement, la liberté, l'avenir. Je suis si heureuse pour toi. Viens, fêtons ça. J'ai acheté du champagne. Elles montèrent dans la voiture de Dina et allèrent chez elle. En route, Elisa regardait par la fenêtre la ville qui défilait. C'était le printemps. Les arbres devenaient verts. Les gens portaient des vêtements légers, souriaient. Le monde continuait de tourner, et maintenant elle faisait de nouveau partie de ce monde, une partie entière et indépendante. Chez Dina, elles ouvrirent la bouteille et servirent le champagne. À ta liberté. Dina leva son verre. Au fait que tu as trouvé la force de ne pas briser, mais de te battre. À la liberté, répéta Elisa avant de boire. Elles discutèrent, rirent et se souvirent comment tout avait commencé, ce jour au bureau, l'armoire, l'enregistrement de la conversation. Elisa lui raconta à quel point il était effrayant de se tenir dans le noir et d'écouter toute sa vie s'écrouler. Mais maintenant, des mois plus tard, elle comprenait que ce jour n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Dina. « Je ne sais pas encore exactement. Je pourrais démissionner de mon 2e emploi et enfin vivre normalement. Je vais partir en vacances, j'ai longtemps rêvé de voir la mer. Peut-être que je m'inscrirai à des cours, pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça. Vis pour toi. Tu as vécu pour les autres pendant si longtemps. » Elisa hocha la tête. Oui, elle avait vécu pour Ramon. Elle avait travaillé, économisé et enduré. Et maintenant, tout allait changer. Quelques jours plus tard, Elisa remit sa lettre de démission pour son 2e emploi. Elle garda seulement son poste à la clinique où elle était heureuse et avait de bons collègues. Le salaire suffisait pour vivre, surtout maintenant qu'il n'y avait plus de dettes à rembourser. Elle commença à réaménager l'appartement. Les affaires de Ramon qu'il n'avait pas emportées furent jetées, ses vieux polos, ses cravates et les livres qu'il ne lisait pas. Elle réorganisa le salon, acheta de nouveaux rideaux clairs et légers. L'appartement avait changé, il était devenu différent. Maintenant, c'était sa maison. À elle seule. Lorna appela 1 semaine après le procès. « Madame Elisa, comment allez-vous » ? « Bien, Lorna. Merci beaucoup. Sans vous,
je ne connaîtrai pas la vérité. Je suis contente d'avoir pu aider. Je voulais juste vous dire que j'ai démissionné. Je ne peux plus travailler dans cette entreprise en sachant qu'ils se promènent comme si de rien n'était. Avez-vous trouvé un autre emploi? Oui, j'ai déjà rejoint une autre entreprise. Le salaire est même plus élevé. Et j'aimerais aussi vous demander. Peut-être pourrions-nous nous voir, prendre un café? Elisa sourit. Bien sûr, demain. Le lendemain, elles se retrouvèrent dans le même café où Elisa avait acheté un cappuccino ce jour-là. Elles s'assirent près de la fenêtre et commandèrent du café et du gâteau. « Comment vous sentez-vous » demanda Lorna. « En fait, libre. Pour la première fois depuis de nombreuses années, vraiment libre. Oui, ça fait mal. La trahison fait toujours mal. Mais maintenant je comprends que c'est pour le mieux. J'aurais pu vivre avec lui pendant 5 ans de plus sans savoir. Vous êtes très forte. Pas immédiatement. Au début, je pensais que je ne pourrais pas gérer, que je ne pourrais pas le supporter. Mais j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix, soit m'effondrer et m'apitoyer sur mon sort, soit agir et reprendre le contrôle de ma propre vie. Elles discutèrent pendant plus d'1 heure. Lorna dit qu'elle s'était sentie coupable pendant toutes ces années de connaître la vérité et de se taire. Elisa la calma. Elle dit qu'elle n'avait pas de rancœur parce que tout s'était passé comme cela devait se passer. 1 mois passa. Ramon ne fit pas appel. La décision du tribunal devint définitive. Elisa reçut les papiers du divorce et le certificat attestant que l'appartement était à elle seule. La banque envoya une lettre confirmant la libération de son obligation de coémetteur sur les prêts. Elle était assise sur le canapé de son appartement, tenant ses papiers et souriant. C'était enfin fini. Enfin, Dina l'aida à préparer ses vacances. Elles choisirent Palawan, une petite station balnéaire au bord de la mer. 2 semaines sur la plage, loin du bruit de la ville. Elisa acheta les billets, réserva un hôtel et fit ses valises. Le jour du départ, alors qu'elle quittait l'appartement, elle s'arrêta à la porte et se retourna. L'appartement était propre, son appartement, sa vie, son avenir. Elle ferma la porte et marcha vers cet avenir. À Palawan, il faisait chaud et beau, la mer grondait, apportant des vagues sur la plage. Elisa marchait pieds nus sur le sable, sentant la chaleur. Elle lisait des livres qu'elle avait mis de côté depuis longtemps, nageait, bronzait et mangeait des fruits frais. Elle vivait simplement. Un soir, alors qu'elle était assise sur la véranda avec un verre de vin, elle sortit son téléphone et envoya un message à Dina. « Tu sais, je pensais que le divorce et la trahison étaient la fin. Mais c'était un début, le début d'une vie où je m'estime enfin moi-même. » La réponse arriva immédiatement. « J'ai toujours su que tu pouvais le faire. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Elisa rangea son téléphone et regarda le coucher du soleil. Le soleil descendait sur l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose. C'était magnifique. Le monde était beau, et elle pouvait enfin le voir. À son retour de vacances, elle se sentait nouvelle, bronzée, détendue et pleine d'énergie. Au travail, ses collègues remarquèrent le changement. « Madame Elisa, vous êtes magnifique aujourd'hui » disait-il. « Que s'est-il passé ?»« La vie est passée par là » souriait-elle. 6 mois après le divorce, Elisa s'inscrivit à des cours de peinture. Elle avait toujours rêvé d'apprendre à peindre mais n'avait jamais trouvé le temps. Maintenant, c'était le moment. Le soir, elle allait à l'atelier, apprenant à utiliser la peinture, le fusain et le crayon. Cela lui procurait du plaisir, cela la calmait et lui offrait l'occasion de libérer ce qui s'était accumulé en elle. Elle rencontra de nouvelles personnes au cours des femmes et des hommes d'âge et d'histoires différents. Ils peignaient, parlaient d'art et prenaient un café pendant les pauses. Personne ne posait de questions sur sa vie privée, personne ne s'ingérait. Ils créaient simplement ensemble. Un jour, après le cours, un homme d'environ 50 ans, grand, avec des cheveux blancs et des yeux bienveillants, s'approcha d'elle. « Désolé, j'ai remarqué votre travail. Votre style est très intéressant. Il y a un sentiment de liberté, comme si vous aviez soulevé un lourd fardeau. » Elisa rit. « Vous avez deviné. C'est exactement ce que j'ai fait. Je m'appelle Arthur. » Il tendit la main. Elisa. Elle lui serra la main. Ils commencèrent à discuter après les cours, allant parfois dans un café. Ils parlaient d'art, de la vie et de rêves sans obligation, sans pression.
Juste deux personnes qui trouvaient quelque chose d'intéressant à se dire. Un an plus tard, Elisa célébra son anniversaire avec Dina, Lorna et quelques collègues de la clinique. Ils se réunirent chez elle, servirent de la nourriture, chantèrent et rirent. « Tu sais, Elisa, dit Dina quand les invités furent partis et qu'il ne restait plus qu'elle pour débarrasser. Je suis fier de toi. Cela fait 1 an. Tu étais anéantie, et regarde-toi maintenant. Es-tu heureuse ?» Elisa s'arrêta, pensive. Oui. Je suis heureuse. Et sais-tu ce qui est différent? Je suis reconnaissante pour ce jour au bureau. Si ce n'avait pas été pour Lorna, si je n'avais pas entendu cette conversation, je vivrais peut-être encore dans le mensonge. Et maintenant, je vis vraiment. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la ville de nuit. Les lumières aux fenêtres, les voitures sur la route, la vie continuait, et elle faisait partie de cette vie, libre, indépendante et heureuse. Elle ne revit jamais Ramon. Elle apprit par des connaissances qu'il s'était marié avec Cynthia mais qu'il n'était pas très heureux, les dettes rendaient les choses difficiles. Il paie les dommages et intérêts par mensualité, en travaillant dur. Elisa ne ressentait ni colère ni pitié pour lui, mais de l'indifférence. Il avait pris sa décision, maintenant il en assumait les conséquences. Et elle avait pris la sienne, la décision de vivre, de s'aimer et d'apprécier chaque jour. Cette décision était la bonne. Debout près de la fenêtre de son appartement avec une tasse de thé à la main, Elisa sourit. La vie continuait, et elle était prête pour elle avec de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes et de nouvelles opportunités. Elle était prête à être heureuse parce qu'elle méritait ce bonheur. Elle l'avait enfin compris. Merci d'avoir écouté cette histoire. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne.